Les meneurs, saison 2, épisode 5. Aujourd'hui, on reçoit Alex Bocage, un autre ancien des Huskies de Rouyn-Noranda, toi chose. The idea is a very simple one, and the Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day, you're trying to become better, and it's a constant quest. It's an infinite quest. Yeah. Let's go. You just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah. I just gotta go hard. I just gotta go hard. To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, thank you guys for all your sacrifice. For all the hours I spent in the gym working and training, and Vanessa, you holding down the family the way that you have. I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out. Bienvenue aux meneurs, épisode 5. Avoue que l'intro, là, elle donne autant de frissons que la première fois que tu l'as vu, hein? Ouais, ça donne beaucoup de frissons, mais ce qui est plate, mais qui est le fun en même temps. Ouais, je m'en vais-tu là? Non. J'ai rien dit, Kev, mais il y a quelque chose de big qui s'en vient au sujet de l'intro. C'est ça que je voulais dire. Ah, OK. Puis tu fais ton agace, évidemment. Ouais, je voulais agacer un petit peu nos fans, celles et ceux qui nous écoutent. Hey, déjà le 5e spectacle, Kev, puis ça va rouler en fou parce qu'on reçoit un invité spécial. Il y a beaucoup de matériel dont on veut jaser. Fait qu'on va sauter tout de suite dans le menu du jour. Ça va être bien simple comme d'habitude. On s'en va s'échauffer, hein, avec le warm-up. Puis encore là, ça va brasser parce qu'on veut parler de choses qui nous titillent. J'ai hâte en esti. Après ça, ben, on va ouvrir notre bière pour s'en aller sur le banc avec Alex Bocage. On va revenir faire nos pimentons. On va terminer ça avec le Money Time. Puis on va annoncer le prochain invité, man. Oui, puis une petite surprise pour la conclusion. Fait que c'est important de rester à la fin. Peut-être un petit peu en lien avec le tease que tu viens de faire. Fait que restez jusqu'à la fin, ça va être intéressant. Oui, c'est vrai. J'en dis pas plus! Non, j'y avais pas pensé. Écoute, Kev, on y va tout de suite. Ouais. Puis je veux que tu me parles, là, la courtoisie au volant. Puis juste avant que tu partes, là, ça m'a fait penser à quelque chose, la courtoisie au volant, parce que, encore une fois, j'ai parlé du café la semaine passée avec le cossin de bacon, là. Mais au même service au volant, au McDo de Lassage, je me suis pogné avec un client au service à l'auto. Il était fâché. Fait que ça m'a fait penser un peu à ça. Cette anecdote-là, je la garde pour le prochain show. Mais là, je veux que tu me parles de la courtoisie au volant. Ben, tu sais, j'ai dit courtoisie, puis ça va un petit peu avoir les règles de la route là-dedans. Tu sais, il va y avoir un petit méli-mélo de plusieurs choses, mais puis, tu sais, c'est peut-être ma perception à moi, puis de mon expérience à moi. Puis, tu sais, je conduis à temps plein depuis à peu près 2 ans, OK? Mais j'ai quand même vécu puis observé beaucoup de choses en 2 ans de route. Puis, je trouve que les gens, puis je veux parler de manière générale, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, les gens sont selfish au volant. J'ai remarqué, là. Puis tu sais, c'est peut-être juste en ville, toi tu restes en région, peut-être que c'est différent, mais je trouve que les gens en ville, tu sais, tout le monde se coupe, tout le monde ne respecte pas la limite de vitesse, puis là après ça, ben, tu sais, ceux qui respectent le code de la route, qui sont courtois, après ça, on ne sait plus comment agir. Tu sais, mettons, la limite, c'est 30 dans une zone scolaire, les gens vont dépasser, à 50, en malade. Moi, on dirait que ça me dépasse, ces affaires-là. Moi, je suis quelqu'un dans la vie, je suis un peu un genre de justicier, si tu veux. Ça fait partie de mon ADN. Puis quand que je vis des situations comme ça, parce que justement, les gens te coupent, les gens te dépassent, les gens te poussent dans le cul sur l'autoroute, c'est des affaires qui viennent me chercher, Jeff. Puis je suis comme, Chris, pourquoi les règles sont là si on les respecte pas? Veux-tu me dire pourquoi? C'est un phénomène inexplicable, malheureusement. Là, les règles de la route, les lois sur la route, il y en a beaucoup qui ne sont pas respectées. Puis je vais aller plus loin avec tes propos. Là, je vais faire du millage là-dessus. C'est vrai que les gens sont selfish. Puis j'ai des amis camionneurs qui se font faire des fingers régulièrement. Ils se font dépasser, ils se font faire des grimaces, un doigt d'honneur parce qu'un camion,
tu peux pas aller vite. Dans une côte, ça va moins vite, tu dois te tasser. Puis là, ça dérange les gens qui sont pressés en arrière, puis là, ils pèsent sur le criard, puis ils passent à côté le doigt dans les airs. Fait que c'est des choses que je trouve très ordinaires, qu'on voit trop régulièrement, cette fameuse rage au volant-là. Là. Il y en a beaucoup, puis tu parles de ma région, là, sont aussi égocentriques ici qu'à Montréal. C'est juste que le bassin de population est moindre, là, mais j'en vois beaucoup. J'en vois énormément. Là. J'ai mes permis de conduire, ça fait 30 ans environ, là, puis 29 ans. Puis je te dis, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Ah, c'est quelque chose. Pour vrai, tu sais, mettons, je suis sur l'autoroute, puis là, ou bien la lumière, tu sais, puis là, mettons, la lumière vient de tourner verte, là, ça fait 2 secondes, tu te fais klaxonner en arrière pour avancer. C'est comme, on peut-tu, s'il vous plaît, se calmer les nerfs? Tu sais, c'est pas pour rien qu'on vit dans une société, puis je comprends, on vit dans une société qui est stressée, anxieuse. Je comprends tout ça, on l'est tout à un certain point, mais je pense que tout part de l'individu. On doit se responsabiliser comme citoyen et être plus courtois. Puis, tu sais, ben beau se dire, ben gars, si lui le fait, moi aussi je vais le faire, c'est-à-dire que l'actionnaire est impatient, whatever, mais tout ça part de nous, on a une responsabilité, puis nous autres, en prenant conscience puis se responsabiliser face à tout ça, ça va avoir un impact graduel sur la société. Fait que tu sais, ça peut paraître banal un petit message comme ça, mais je pense qu'on peut faire une grande différence avec les petits détails de la route en particulier. Ouais, j'aime ça. J'aime beaucoup ton point. J'aime ça souligner ces petits détails-là qu'on oublie. Puis je pense que si ça peut envoyer un message à 2-3 personnes, notre mission va être accomplie. Oui, puis j'aimerais ça qu'on fasse de la courtoisie au volant une normalité. Puis là, je vais faire un petit... Je dis ça parce que je vais faire un petit bond sur ton segment à toi. Tu vas me parler de la beigitude. Je vais l'appeler comme ça. Écoute, je ne sais pas par où commencer, mais ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Quand je parle de normalité, je vais te dire où je m'en vais avec mes skis, là. C'est quand une personne, surtout les boomers, vont dire ça, c'est une personne normale. Vois-tu ce que je m'en vais un peu? Ouais. C'est quoi une personne normale? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi une personne normale? Il y a 8 milliards d'habitants sur la planète Terre. On est 8 milliards qui sont uniques. Fait que chacun a sa normalité, entre guillemets. Ouais. Mais je vais vous expliquer c'est quoi une personne normale selon les personnes, puis beaucoup les boomers, je trouve. Une personne normale, là, c'est une personne qui va être à sa job pendant 30 ans, qui va faire du 8 à 5, qui va faire son petit train-train quotidien, qui va aller faire l'épicerie, qui va avoir des enfants, qui va avoir une belle petite vie de couple, qui va avoir une maison, qui va rester là pendant 40 ans, qui va avoir un chalet. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est une personne, comment on dit ça, nomade ou sédentaire? Sédentaire, quelqu'un qui reste tout à la même place. Oui, exactement. Une personne sédentaire, ça, c'est une personne normale. Tu comprends? Vous comprenez ce que je voulais dire? Mais moi, je ne suis pas normal. Puis je le sais que mes parents auraient aimé ça que je sois normal, mais moi, je suis marginal, OK? Mm-hmm. Ça a tout le temps été en moi. Je ne suis pas le genre de personne qui va avoir été 30 ans à la même place. J'ai eu besoin de bouger pour comprendre des choses, pour apprendre, parce que moi, j'aime apprendre. Fait que je considère que changer de place, ça m'a permis de grandir, de découvrir qui j'étais, puis à un moment donné, l'âge avance et tout ça, ben, tu sais, je sais où ce que je m'en vais parce que j'ai appris énormément. Je n'ai pas eu une maison pendant 30 ans. Écoute, j'ai déménagé, je ne sais pas, 7-8 fois dans ma vie. Je suis allé habiter sur la rive sud de Montréal, à Drummond, à Rouen, à La Sarre. Tu sais, je me suis promené. Fait qu'aux yeux de plusieurs personnes, je ne suis pas une personne normale. Puis on me voit comme un marginal depuis que je suis adolescent parce que j'aime sortir de la marge de la société et tout ça. Tu sais un peu comment je suis. Ouais. Donc, je ne suis pas une personne normale, mais est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Est-ce que c'est grave que moi, je n'ai pas habité 30 ans à la même place, que je n'ai pas été à la même job toute ma vie, Kev? Est-ce que c'est réellement grave? Moi, je considère que j'ai appris énormément pendant mon parcours de vie où j'ai changé de job, où j'ai changé de domaine, où j'ai déménagé, où j'ai rencontré du monde, différentes personnes. J'ai tellement grandi puis appris là, qu'aujourd'hui, je suis fier de ne pas être une personne normale, Kev. Oui, puis comme tu as dit, la normalité, c'est selon l'individu, c'est relatif, c'est subjectif. Faut pas se fier, tu sais, c'est selon le regard des autres souvent que tu vas qualifier d'une personne normale, mais quand tu sais que toi, tu es à la bonne place, tu fais les bonnes choses, que tu fais tes affaires, ton parcours de vie, parce que chaque personne a son parcours de vie, puis on est personne,
les personnes qui devraient juger d'autres personnes en disant qu'ils sont pas normales, parce que au final, chacun sa vérité, chacun sa normalité. Puis, même moi, souvent, je fais des affaires. Moi, je me compare, mais tu regardes, mettons, je check mon entourage, puis je suis comme, il n'y a personne qui a le même parcours que moi. Lui, il n'a pas le même parcours qu'elle. Puis c'est correct ainsi, parce que c'est ça qui build, qui construit l'individu qu'on est aujourd'hui. Puis toi, puis moi, on est des individus fiers, puis c'est important de l'être parce que, c'est ça, une vie, la vie, t'en as juste une à vivre. Il faut la vivre selon ce qui nous convient puis selon nos valeurs. Puis je pense que c'est tout à notre honneur de faire ça comme ça. Oui, exactement. Puis, tu sais, pour terminer sur ce point-là, il y a peut-être 5, 6, 7 ans, quand on me disait ça, que j'étais spécial, que j'étais pas normal, ou peu importe, ça me dérangeait, ça me faisait mal, ça me rendrait triste, ça me rendait fâché. Mais aujourd'hui, quand tu me dis ça, quand quelqu'un me dit ça, je suis fier. Merci, Chris. Ça veut dire que je ne suis pas comme les autres. Exactement. C'est positif, dans le fond. Là. Exactement. Merci beaucoup de me dire ça parce que moi, je suis fier d'être comme je suis. Puis je trouvais ça important de le souligner. La fameuse normalité, là, c'est ça. Puis moi, je pense que tout ça, ça vaut une gorgée. Une belle gorgée. Moi, j'aime ça dire comme le défunt Bob Sonnette. Gorgée! Ça me fait du bien de le crier. Puis cette fois-ci, merci à la Gabière qui nous commandite, qui est un partenaire des meneurs. On est vraiment fiers. On a notre casquette. La semaine dernière, on avait notre chandail. Là, on a notre bière. Puis nous, on boit de la sans-alcool. C'est important de le préciser. Puis moi, je l'ai choisi. Puis c'est pas une bière que j'aime habituellement, mais c'est la Gabière qui abrasse. Je veux lui goûter. Toi, tu as une blanche, elle est super bonne. Tu vas triper dessus si tu n'y as pas goûté, mais j'imagine que oui. Non, même pas. Ça va être ma première fois. Moi, c'est une sour. Une sûre. Une gauze framboise rhubarbe. C'est le rhubarbe qui me chatouille un peu, mais j'y vais. Sérieux, bon, je l'ai essayé moi aussi. Parce que moi, j'essaie la blanche. Là. Moi, je suis un gars de blonde dans la vie. Pour les bières. Là, puis les blanches, on dirait que le petit goût fruité, des fois, il faut que tu le files. Là, il fait chaud aussi à Montréal. Fait que peut-être que ça va bien passer. On va verser ça. Puis, verdict. Elle est vraiment bonne, sérieusement. Je l'ai goûté, puis sérieux, si tu ne sens pas la rhubarbe, tu ne goûtes pas. La Gabière sont tellement forts dans la bière sans alcool. Là. Honnêtement, c'est les meilleurs. Puis je dis pas ça parce que c'est nos partenaires, Kev. Je dis ça parce que j'ai jasé avec des gars de microbrasserie. Puis au niveau de la sans-alcool, ils se démarquent vraiment là, au sommet. Là. Ouais, puis comme tu dis tout le temps, c'est des estis Top Gun. Puis là, passons aux choses sérieuses. Bon, on va passer à un autre Top Gun parce que c'est excellent marqueur. Gros passage chez les Huskies de Rouyn-Noranda. Alex Bocage est avec nous, les amis. Salut, Alex. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Tu nous entends-tu? Oh, je pense qu'Alex est... Allô? Allô? Est-ce que tu nous entends? Ah, on a un petit bug, Kev. Mais je vais présenter un peu Alex qui vient de Trois-Rivières, qui est arrivé à Rouen à 16 ans. Aujourd'hui, à 24 ans. Puis on va partir du début quand il est arrivé à Rouen. Je ne sais pas si tu nous entends, Alex. Oui, je vous entends. Vous, est-ce que vous m'entendez? Oui, yes. Parfait. OK, good. Ça va bien, Alex? Oh, on a-tu perdu le son moi, ça coupe. Par contre, je ne vous entends plus, là. Mais des fois, je vous entends, là, je ne vous entends plus. Là, tu nous entends-tu? Ouais, là, oui. Bon, super. Continue, Jeff. Alex, tu es arrivé à Rouen à 16 ans. C'était Gilles Bouchard qui était le coach quand tu es arrivé. Qui t'a accueilli dans le vestiaire ou qui a pris soin de toi? C'est-tu ta famille d'accueil, tes coéquipiers, le coach? C'est sûr que premièrement, je ne vous mentirais pas que Gilles, ça m'a beaucoup aidé ma transition parce que c'est un gars de la Mauricie. Moi, dans le temps, puis même encore aujourd'hui, j'étais ami avec son gars Xavier qui a joué justement à Rouen. On a joué ensemble, je pense, à la fin de sa carrière. Là, je pense qu'il avait 19 ou 20 ans. Puis, je connaissais déjà Gilles puis toute sa famille. Donc, ça a comme un peu aidé la transition, si je peux dire, là, d'arriver dans une équipe junior majeur quand tu connais déjà le coach. Fait que de ce côté-là, je dirais que c'est comme vraiment lui qui a peut-être... on dirait qu'en arrivant à Rouen, étant donné que je connaissais Gilles, j'étais plus à l'aise.
Puis après ça, c'est sûr que ma famille de pension était extraordinaire. Là. J'habitais avec Mario Racette puis Véro Mercier. Donc, Ah oui. ouais, fait que j'ai vraiment eu, dans le fond, j'étais là 3 ans et demi. Donc, j'ai vraiment adoré mon temps. Puis aussi, j'étais avec Luc Bégin par la suite. Donc, non, les deux familles de pension, j'ai adoré. C'est sûr que Véro et Mario, j'étais là plus longtemps. Donc, j'ai adoré mon temps avec eux. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, eux, autant que leurs enfants, Isaac, Océane, puis Thierry. Donc, non, j'ai adoré mon temps chez eux. Puis, je peux pas être plus reconnaissant de ce côté-là. Là, ils m'ont tout donné. Puis, c'est sûr que dans la chambre, des gars comme Jacob Neveu, Mathieu Boucher, Peter Abadonato, tous ces gars-là, que quand je suis arrivé à 16 ans, ils avaient tous 19-20 ans, même Samuel Harvey. Fait que c'est des gars qui étaient plus vieux, qui étaient vraiment établis à Rouen depuis un certain temps. Fait que je dirais que toutes ces personnes-là, ça a été du monde qui m'ont bien accueilli là, à Rouen et qui m'ont fait sentir à la maison dès le début. Là. Puis tu as côtoyé aussi à plusieurs reprises Raphaël Harvey-Pinard, si je ne me trompe pas. Étais-tu là ta première année? J'ai pas. Ça se peut-tu? Je t'ai pas entendu, excuse, je t'entends pas. Non, est-ce que tu m'entends là? Là non plus. Non plus. Un petit problème de micro. Moi, tu m'entends-tu, Jeff? Ouais, je t'entends. M'entends-tu, Alex? Ouais, moi j'entends toi, mais j'entends pas ton partner. OK, parfait. Je vais te poser la question qu'il t'a posée. Oui, tu as côtoyé Raphaël Harvey-Pinard à plusieurs reprises chez les Huskies. Quand tu es arrivé, il était là. Puis tu l'as côtoyé aussi avec le Rocket de Laval. Ouais. Quel type de personne c'est, Raphaël Harvey-Pinard? C'est une personne extraordinaire. Là. Honnêtement, c'est un gars qui a tellement d'énergie, il a tellement une bonne humeur. Donc, il n'y a pas un moment qui est plate avec Raph, là, honnêtement. Il a tout le temps, comme j'ai dit, tout le temps le sourire, tout le temps beaucoup d'énergie. Puis, je trouve que c'est contagieux là, quand tu le sens qu'il rentre dans une pièce. Puis, c'est un gars, comme j'ai dit, qui amène beaucoup de bonne humeur. Puis, moi, j'ai été chanceux. Justement, on parlait de ma première année à 16 ans. Moi, on était chambreurs, on était co-chambreurs quand on était sur la route. Fait que, d'après moi, Gilles, comme j'en parlais tantôt, Gilles m'a peut-être mis avec lui parce qu'il savait que c'est une bonne personne et qu'il voulait que je sois en bonne main, là, si je peux dire. Donc, non, on a passé beaucoup de temps ensemble. Puis, non, j'ai vraiment beaucoup appris de cette personne-là, autant de sa personne, son attitude, de la façon qu'il jouait sur la glace. C'est un gars qui était tout le temps dans le prélard. Fait que j'ai beaucoup appris de Raph, autant sur la glace qu'en dehors. Puis c'est sûr qu'après ça, quand on s'est revu à Laval l'an passé, c'était cool aussi. Là. On avait une gang plein de Québécois et tout ça, mais on se connaissait déjà, donc c'était super le fun. Vas-y donc, Kev, ouais. Ouais, est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends pas plus? Non, je ne l'entends pas encore. Bon, OK. Vas-y, Jeff. Je vais essayer de régler le problème, Kev, voir, là. Ouais. Ça fait partie de la game, hein? C'est l'authenticité de l'être chaud. Tabarnak. Vas-y donc, Kev. Oui, est-ce que tu m'entends? Non plus, je l'entends pas. Kev, sort du studio puis rentre, voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quitter le studio. Ce sera pas bien long, Alex. On va essayer de rectifier la situation. Ouais. Toi, tu m'entends tout le temps, dans le fond, puis Kev, tu le perds. Non, exact. En fait, Kev, je ne l'entends pas pantoute. Je le vois, mais je ne l'entends pas. OK. Puis moi, tu m'entends tout le temps? Ouais, j'ai pas aucun problème avec. Mais ouais. OK, parfait. Mais Salut, ouais, là, je l'entends, ouais. Ah, super. C'était sûrement un bug du logiciel. Bon, on s'excuse pour ce bug, les amis. On va poursuivre, Kev. On a parlé de Raphaël Harvey-Pinard, puis je vais te laisser poursuivre avec ta prochaine question. Oui, parce que là, Jeff, il me parle souvent de Joel Teasdale. Tu sais, c'est un gars, justement, qui a été reconnu comme un leader, qui a gagné la Coupe Memorial avec Rouen et tout ça. Jeff, il me le vend beaucoup comme un leader. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ce gars-là? Encore une fois, c'est drôle que vous me parlez de ces deux gars-là parce que l'année qu'on a gagné, l'année d'après, quand j'avais 17 ans, c'était Joël, mon roommate, qui a fait échanger avec nous. Fait que Okay. les deux gars, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec eux, mais non, c'était
comme Raph, honnêtement, c'est une personne extraordinaire. Comme tu dis, c'est un vrai leader. Surtout, je dirais, oui, en dehors de la glace, mais aussi de la façon qu'il jouait sur la glace. C'est un gars qui avait un certain respect, je peux dire, pas nécessairement parce que il doit s'être battu à une couple de reprises, mais je dirais plus par la façon qu'il jouait. C'est un power forward qui était intimidant, puis qui avait une certaine présence sur la glace. Donc, je trouve que quand on a transigé pour lui, l'année qu'on a gagné, ça a vraiment amené une autre dimension à notre équipe. On était une équipe qui travaillait fort puis qui était talentueuse, mais vraiment qu'on a des teasers, je trouve que ça a vraiment amené une autre dimension à notre équipe, puis ça a été énorme. Là, il a tellement été bon avec nous dans la deuxième moitié de saison quand on allait chercher, puis dans les séries aussi. Donc, non, tu étais direct dessus. C'est vraiment une bonne personne, puis un très bon leader là, en général. Oui, puis je veux faire un petit point au sujet de Teasday, justement. Pour ne pas le nommer, Pierre Cloutier, qui était directeur général de l'Armada, quand les Huskies sont allés chercher Joel Teasdale, il m'a dit les Huskies vont gagner la coupe avec Joel Teasdale. Tout ça pour dire qu'il était tellement puissant au niveau junior. Là, les Huskies sont allés gagner Coupe du Président, Coupe Memorial. Puis je pense que Teasdale jouait blessé, Alex, dans la Coupe Memorial. Je ne me trompe pas, hein? Là, ça fait un petit bout, là. Honnêtement, je m'en rappelle pas. Je me rappelle qu'on avait une couple de gars qui avait une couple de gars qui étaient maganés. Je sais pas, je me rappelle plus si Teaser il y avait de quoi, mais oui, là, honnêtement, c'est une chose d'apporter du talent à une équipe. Une équipe n'a jamais trop de talent, mais quand tu amènes un gars de cette trempe-là, ou je sais pas comment tu peux expliquer ça, là, qui amène une présence ou un autre aspect de la game, c'est vraiment important. Puis en plus de ça, oui, il apportait tout ça, mais c'est un gars qui jouait probablement pas loin de 20 minutes à chaque game. C'est pas un gars de quatrième ligne qui fait juste frapper et se battre. Il frappait, il se battait, il patinait, il scorait, il faisait tout. Fait que ça a vraiment été énorme là, pour notre équipe là, cette année-là. Puis je vais faire du millage un peu chez Huskies de Rouyn-Noranda. Ça avait été cherché aussi, Noah Dobson. Il est difficile de passer inaperçu. On s'entend, surtout qu'on le connaît beaucoup ici à Montréal. C'est un cheval, apparemment, qu'on disait de lui à l'époque, là, dans le junior, même encore aujourd'hui. Mais à l'époque, il ne quittait pas la glace. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui aussi? Ben là, c'est sûr que c'est un défenseur extraordinaire. Là, on peut le voir présentement à Montréal, il est excellent, mais c'est sûr que là, quand on était junior, il y avait encore une plus grosse coche. Là, c'était. L'année qu'on a gagné, j'avais juste 18 ans. C'est pas comme s'il y avait 20 ans ou c'était pas le plus vieux sur la glace ou quoi que ce soit, mais il était tellement bon. Il était tellement talentueux, mais aussi tellement rapide. Et son coup de patin était. J'avais l'impression qu'il ne forçait pas sur la glace, c'est probablement pour ça qu'il était capable de jouer autant. Il patinait, il volait sur la glace, puis tout avait l'air tellement facile. Fait que non, c'est un des gars qui m'a vraiment impressionné dans ma carrière junior. Puis c'est sûr de la façon aussi qu'il se comportait en dehors de la glace. C'est pas pour rien présentement. C'est un des meilleurs joueurs, des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale. La façon qu'il se comporte, sa préparation, la façon qu'il se préparait, qu'il recover, comment dire ça, après les games, la façon qu'il reprend son énergie. Puis, récupérer, c'est ça, excuse-moi, j'avais pas le mot. Fait que tout ça, tous les petits détails qu'il faisait, comment il s'alimentait, l'hydratation, etc., c'était vraiment impressionnant, surtout à cet âge-là. Ouais, c'était déjà un pro, dans le fond, même à 18 ans, c'était impressionnant pareil. Là. Ouais, quand tu tombes pro par la suite, tu joues en Ligue américaine ou peu importe, tu as un peu, pas la base, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont plus sharp que d'autres, mais à cet âge-là, surtout moi j'avais 17 ans, lui avait 18 ans, c'est impressionnant de voir ça, un gars de cet âge-là qui domine autant, puis qui fait tous les petits détails aussi bien, là, autant dehors que sur la glace. Fait que non, c'était vraiment impressionnant, je me rappelle. Moi, je veux revenir à toi, Alex. Tu arrives en 17-18 à Rouen, tu connais une bonne saison recrue, 37 points en 56 games. Puis la saison suivante, où vous avez gagné, où Mario Pouliot est arrivé, 39 goals, tu as explosé, vous avez gagné, tu étais bon en série.
moi, je veux savoir, c'était quoi la différence entre Gilles Bouchard et Mario Pouliot? Parce que là, tu as connu Gilles Bouchard que tu connaissais, puis là, tu as Mario Pouliot, qui est un coach tough, qui est un nouveau visage pour vous derrière le banc. Ça s'est fait comment, la transition? Ben, la transition s'est super bien passée, honnêtement. C'est deux coachs, autant Gilles que Mario, il me faisait énormément confiance. Gilles, quand je suis arrivé, j'avais 16 ans, puis je peux pas dire que j'ai manqué de glace ben souvent, là, puis je pouvais faire des erreurs. Pas que c'était pas grave, mais il était permissif. Il me laissait jouer avec confiance, il me laissait faire mes trucs. Fait, c'est sûr qu'arriver à 16 ans, puis d'avoir ce genre de confiance-là de ton coach, c'est quand même assez. C'est énorme là, parce que comme j'ai dit, tu arrives à 16 ans, dans un nouveau calibre de jeu, tu joues avec des gars plus vieux, puis le coach a fait autant confiance de ton arrivée. Fait on dirait que j'ai juste. J'ai une bonne année, j'étais super satisfait de ce côté-là. Puis ça m'a. Après ça, quand je suis arrivé à 17 ans, puis que c'était Mario, ben, tu sais, là, autant que Gilles il me faisait énormément confiance, puis. J'ai juste continué un peu ce que je faisais. Puis, c'est sûr, quand tu arrives à 16 ans, dans ces âges-là, physiquement aussi, je suis arrivé à 16 ans, j'étais pas gros, j'étais pas grand, mais là, après ça, à 17 ans, j'ai pris de la masse, j'ai grandi un peu. Puis à tous les années, on dirait que ça a été ça. Fait c'est sûr, j'ai continué de m'améliorer, mais c'est la confiance que ces deux coachs-là m'ont donnée, ça a été énorme pour ma carrière. Puis, honnêtement, les deux, ils étaient un peu dans le même style. Les deux étaient très exigeants, mais ils ont tout le temps été. C'est des coachs justes. Fait si tu leur en donnais, si tu travaillais, puis si tu faisais les bonnes choses, ils étaient bien corrects avec toi, puis j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Là. Fait que c'est tous des coachs qui se ressemblent un peu, Kev, à Rouen, André Tourigny, Gilles Bouchard, Mario Pouliot. Quand je dis que ça ressemble, c'est faut que tu joues avec un haut degré d'intensité. Parce qu'on en a parlé la semaine passée avec Francis Perron. Là. Les Huskies, c'est une culture. Là. Ouais. Un Husky player, c'est quoi? Ben, on l'a expliqué avec Francis la semaine dernière, mais ça part des coachs, ça part du haut. Puis Alex, il l'explique. Gilles Bouchard, Mario Pouliot, c'était un peu dans la même veine. Ouais, puis honnêtement, ça arrive, on dirait que je n'ai pas nommé d'équipe ou quoi que ce soit, que à chaque année, ou tout dépendant de leur cycle, ou on dirait que l'identité de l'équipe peut changer, tout dépendant des joueurs qu'ils ont. Des fois, des équipes qui ont des joueurs plus talentueux, qui sont, je ne vais pas dire plus soft, mais qui jouent la game un peu plus skills, tout ça. Puis d'autres que c'est complètement l'inverse, que c'est juste travailler ou vraiment une game simple. Mais à Rouen, on dirait que ça a tout le temps été. Peu importe t'es où dans un cycle ou quel genre de joueur que les Huskies ont, c'est tout le temps une équipe qui est compétitive et qu'il y a du succès, peu importe. Fait que je pense que ça en dit long, comme tu dis, de la culture de l'équipe. Puis on dirait que les Huskies jouent tout le temps de la même façon, peu importe si ils ont Noah Dobson dans le line-up ou si l'équipe est un peu plus faible. Fait que c'est vraiment impressionnant année après année de voir que l'équipe a tout le temps du succès, peu importe les joueurs qu'ils ont ou peu importe si on est dans un cycle. La culture, c'est impressionnant quand même. Puis là, je vais t'amener en 2020-2021, qui est étiqueté comme l'année COVID. Ça a été une année particulière pour toi. Tu as été transigé à Victoriaville en pleine année COVID. Tu as remporté la Coupe du Président pour une deuxième fois. C'est déjà impressionnant de la gagner une fois. Imagine 2 fois avec 2 équipes différentes. Ça a dû être une montagne russe d'émotions cette année-là, personnellement, pour toi, j'imagine. Ouais, ben c'était vraiment étrange pour vrai. Là. C'était tellement différent de ce qu'on était habitué de vivre quand tu es junior. Il y a beaucoup, surtout à Rouen, là, on prenait souvent l'autobus pour aller jouer des matchs et tout ça. Puis là, cette année-là, je me rappelle, il y avait beaucoup moins de matchs. C'est des bulles. Puis, nous autres, c'était différent parce que moi, je viens de Trois-Rivières. C'est pas Montréal, là, mais il y avait quand même beaucoup de COVID à Trois-Rivières. Puis là, j'arrivais à Rouen, puis c'était comme, étant donné que c'est une région plus éloignée, il n'y avait pas vraiment de cas, ou il y en avait vraiment moins. Fait que les règles étaient différentes, tout ça. Fait non, c'était vraiment étrange. Je ne sais pas exactement combien de games j'avais joué à Rouen. Je pense que c'était pas loin d'une vingtaine ou une dizaine. Fait que non, c'était vraiment spécial, mais la Ligue avait fait une bonne job de ce côté-là, autant que notre équipe. Fait que non, mais c'était vraiment étrange. Là, je me rappelle toutes les bulles, tout ça. C'était weird. Puis quand je me suis fait échanger, je m'en attendais un petit peu avec l'équipe qu'on avait à Rouen. On était plus jeunes un peu.
on était comme un peu en construction. Puis, mais tu sais, même là, c'était touché parce qu'on ne savait pas si la saison allait finir. Oui, on jouait la saison, les games de saison, mais je me rappelle, on s'était arrêté en décembre parce qu'il y avait eu trop de cas dans la ligue. Fait que là, on avait comme arrêté un mois, on avait repris, mais les équipes, il y avait certaines équipes qui avaient peur un peu de transiger, aller chercher des gars pour finalement, si exemple, si la saison n'est pas finie, ils s'arrêtaient un peu pour rien. Fait que non, j'ai été chanceux de tomber à Victo. Puis ça s'est super bien passé. Là. J'ai adoré ma demi-saison là-bas, même si c'était la COVID. Puis j'ai adoré ça. Là. Ouais, fait que tu l'as dit, la transition des Huskies aux Tigres, ça s'est quand même bien fait. Tu n'as pas pris ça vraiment comme un coup de marteau d'en face, tu t'en attendais. Puis là-bas, tu étais bien accueilli. Là. Ouais, ben je m'en attendais. Mais tu sais, comme je te dis, à cause de la COVID, je n'étais pas sûr. Je ne savais pas non plus où j'allais aller. Tu ne peux jamais savoir, mais je pense à la dernière journée, je pense que c'est direct à la dernière journée des transactions, je pense que ça finissait à comme midi, puis j'étais arrivé à l'aréna. Je me rappelle, on avait une période d'études à comme 8-9 heures le matin, puis direct quand j'étais arrivé, Mario m'avait pris, puis m'avait dit que j'ai échangé. Puis là, je me rappelle dans ce temps-là, c'était la COVID, fait qu'il y avait des couvre-feux et tout ça. Fait que là, je me grouille, il fallait que j'aille à ma pension, tout pacter mes affaires. Puis il fallait que je me rende à Victo avant que le couvre-feu finisse, tu sais. Ouais. Caline, hein? Ouais, je me rappelle, j'avais pas eu un ticket dans le parc en descendant. Sacré. Ouais, fait que ça, c'est une petite anecdote, là, mais non, mais fait que c'est ça. Puis tu sais, quand je suis arrivé à Victo, tu sais, Alexis Arsenault, que j'ai joué, tu sais, on est arrivé en même temps dans les skis, puis on habitait à côté, justement, à Évin, fait que, tu sais, on était vraiment proches. Puis lui, il s'était fait échanger à Victo peut-être une semaine avant ou quelques jours avant. Fait j'étais bien content d'aller le rejoindre. Puis les coachs, je les connaissais déjà un peu. C'était tous des gars qui ont joué au hockey. Maxime Desrousseaux, il avait joué avec mon père semi-pro dans LNH. Fait que lui, je le connaissais. Puis il y avait plein de joueurs aussi que Sean Element, des Sean de La Rochelle. J'avais tout côtoyé ces gars-là un peu ici et là dans le hockey auparavant. Fait que c'était pas trop un dépaysagement quand j'étais arrivé à Victo. Puis j'étais bien content parce que Victo, c'est pas si loin de Trois-Rivières aussi. Là, c'est un 45 minutes. Fait que j'étais bien content d'être proche aussi de Trois-Rivières, puis de ma famille. Là, j'aimerais ça qu'on backtrack à 2019 parce que c'est une grosse année. Tu as été drafté en 3e ronde, 78e au total, par l'Avalanche du Colorado. Le feeling de se faire drafter 3e ronde, c'est hot en temps, là, sérieusement. Là. Comment tu t'es senti quand ton nom y a été appelé? Ouais, c'était vraiment cool pour vrai. T'en as pas beaucoup de repêchage dans une vie. Là, si t'es junior, puis après ça, dans la Ligue nationale. Fait que j'étais vraiment content. Puis j'avais eu. On dirait que quand tu passes les entrevues dans ta saison de repêchage, si ça va bien, tu as comme un peu de feeling avec. On dirait que tu le sens, les équipes qui ont plus d'intérêt ou qui n'ont peut-être un peu moins. Fait j'étais confiant avec l'Avalanche, je pense qu'ils m'aimaient en tant que joueur. Puis on dirait que je savais un peu j'étais listé où dans le repêchage. Fait que quand c'est arrivé dans ce coin-là, on dirait que j'étais tout le temps un peu au bout de mon siège. Là, quand les équipes que j'avais un bon feeling avec eux, je choisissais. Puis non, j'étais vraiment content. Puis d'entendre mon nom, puis aussi le fait que c'était avec l'Avalanche, puis que j'avais un bon feeling avec eux. Là, fait que j'étais vraiment content, je me rappelle. Là, puis c'est ça. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Là, c'est un cliché, là, mais c'est un petit rêve de jeunesse qui se réalisait. Là. Ouais, puis j'imagine que dans tes rencontres avec l'Avalanche, Joe Sakic était présent. Je me rappelle, ben dans le fond, je me rappelle, je pense que oui, au Combine. Parce que dans le fond, l'Avalanche, le scout, si je peux dire, qui est assigné au Québec, son nom c'est Jérôme Mazzonero ou Massinero? Ouais. Mazzonero, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, mettons, lui, il pouvait venir voir les games, nos games, tout seul. Fait que, c'est arrivé une couple de fois que je l'ai rencontré tout seul. C'est sûr que Joe Sakic, il venait pas à Rouen ou il ne se déplaçait pas pour juste une game. Fait mais je me rappelle au Combine national, à la fin de la saison, il était là, toute l'organisation, ceux qui s'occupent du repêchage étaient là. Fait que, oui, à ce moment-là, il était là. Okay. Mais pas à la journée du repêchage.
Journée du repêchage, j'étais là aussi, ouais. OK. Puis comment ça a été de le rencontrer, serrer la main? Ça doit être intimidant, je veux pas. Ouais, mais tu sais, oui, mais tu sais, il est vraiment. Tu sais, il est vraiment. Je sais pas comment. Il approche le monde bien, tu sais. Tu te sens pas. Tu sais, oui, tu donnes la main, tu y parles. Tu sais, oui, quand tu sais que c'est Joe Sakic, tu sais, t'es impressionné, mais tu sais, c'est pas un gars qui. Tu sais, il est super friendly, il va te donner la main, il va te jaser ça, puis. Tu sais, il m'avait parlé un peu qu'il aimait mon style de jeu, puis tout ça. Fait qu'on dirait que. C'est la première fois que tu le rencontres, pas qu'il te vende, mais quand il dit des beaux mots, puis qu'il est excité de t'avoir dans l'organisation, tu te sens bien là, tu te sens bienvenu et tout ça. Fait que non, c'était vraiment impressionnant, mais c'était beau de comme, se sentir le bienvenu, puis pas. C'était pas un visage froid, là, si je peux dire. Ouais, puis tu parles d'impressionnant. On s'entend-tu que l'Avalanche du Colorado, c'est pas de la petite bière avec les joueurs qu'il y a dans l'organisation, notamment les Landeskog, McKinnon, McCarr à cette époque-là, quand tu es arrivé. Y en a-tu là-dedans qui t'ont accueilli? Est-ce que tu as-tu des anecdotes par rapport à ces gars-là qui se sont passés durant ton. Tu as été 3 années, si je ne me trompe pas, dans la Ligue américaine, dans l'organisation de l'Avalanche? Ouais, ben tu sais, c'est sûr, je me rappelle, Landeskog, la première fois que tu le vois, il vient de voir, c'est un super de bon capitaine, là, je pense que tout le monde le sait, c'est vraiment, quand le monde parle de lui, tout le monde n'a que des beaux mots, puis à quel point c'est un gars qui est un vrai leader, puis qui est terre à terre avec tout le monde. Fait, je me rappelle quand je suis arrivé, il m'avait dit « Salut, mon nom c'est Gabe », puis j'étais comme ça, d'un, je connais ton nom, moi c'est Alex. Il est humble. Non, mais vraiment, c'est pas... il y en a qui, dans le national, on dirait qu'ils sont humbles, mais oui, ils ont un certain. Ils dégagent de la confiance, mais lui, c'est comme. Si je savais pas que c'était Gabriel Landeskog, probablement que j'aurais pas pu deviner. Tellement terre à terre, tellement humble. Fait, non, lui, je me rappelle, j'étais pas surpris, mais comme j'étais vraiment content qu'il vienne se présenter à moi. Puis je me rappelle Nathan McKinnon aussi. On dirait que c'est un gars qui est quand même. Polarisant dans un sens que il est tellement intense, tu vas l'entendre crier, peut-être des bâtons, tout ça. Puis il y en a. Mais en tout cas, moi, je me rappelle une pratique. Je pense que c'est je sais pas si c'est mon premier camp ou mon deuxième, mais je me rappelle une game à Rouen, je pense que c'était durant la COVID, justement. J'avais comme on perdait comme 4-1, je pense. Il restait comme 5 minutes contre Val-d'Or, puis j'avais scoré 3 buts en 5 minutes. Puis j'avais comme scoré un 4e but en prolongation, puis. En tout cas, ça avait quand même. Ça avait passé un peu sur le site de la Ligue, tout ça. Puis quand j'étais arrivé au Colorado, je pense que c'est avant ma première année pro, hein, qui m'en avait parlé, que comme il avait vu la vidéo, puis que c'est impressionnant, tout ça. Fait que c'était vraiment cool, ça aussi. Là. Ouais, puis pour poursuivre ces joueurs que tu as côtoyés, tu as joué à un certain moment avec Alex Newhook, avec les Eagles du Colorado. Je sais pas si tu te souviens de lui là, pendant ce temps-là, là, mais y avait-tu du speed autant qu'aujourd'hui? Ouais, il a tout le temps été marchand de vitesse. Là. Il jouait de la même façon qu'il joue là avec le Canadien, là, mais j'avais pas joué longtemps. Je pense que j'avais joué comme une dizaine de games, et je pense pas qu'il avait été tant que ça avec nous autres. Si je me souviens bien, mais ouais, c'était le même. C'est sûr qu'il est plus jeune. Fait que, on avait la même âge. Fait que, il avait 20, 21 ans. Fait c'est sûr que lui aussi était en période d'ajustement aussi, mais il avait tout le temps. Il avait la même énergie puis le même coup de patin que là, il était vraiment, vraiment rapide. Puis ton ajustement entre la Ligue junior majeure puis les pros, comment ça s'est fait pour toi? Ça a-tu été difficile? Parce que là, j'imagine que tu es arrivé, tu es habité chez un joueur, je sais pas, là, moi je lance ça, mais peut-être que ça s'est pas déroulé comme ça. Ben non, ça s'est. Dans le fond, tu arrives pro puis tu es laissé un peu à toi-même, là, dans un sens que. Oui, il y a des histoires que, exemple, tel gars va aller habiter avec un gars dans le national, ça fait longtemps qui joue puis qu'il y a une maison ou quoi que ce soit, mais dans la Ligue américaine, souvent les gars, il n'y a pas de contrat de 8 ans, des affaires de même. Là, fait que, quand je suis arrivé dans la Ligue américaine, non, j'ai pris mon appartement puis j'étais avec un gars, là, Gabriel Fontaine, c'est un Québécois. Fait que, on avait notre appartement ensemble la première année, puis on dirait que tu t'apprends un peu sur le tas. Là, tu te prends un appart. C'est la première fois que j'avais un salaire de ma vie. Fait que là, tu te prends un appart, là, tu vois comment que ça coûte. Comment je vais faire pour payer ça. Ces affaires-là, tu
as un appart, faut que tu le meubles, faut que tu te fasses ça, puis là, tu veux pas payer ton appart durant l'été non plus, fait que tu prends un bail de 8-9 mois, tes meubles, tu fais quoi avec, puis après ça, il faut que tu trouves un auto, tu sais, puis fait que toutes ces affaires-là, c'est des affaires qu'on dirait que t'es comme jeté dans la gueule du loup un peu, puis tu t'arranges, puis t'apprends sur le tas, là, fait que... Bienvenue dans le monde des adultes, Alex. C'est ça. C'est pas ça, mais là, c'est comme en dedans, t'as comme un 2 semaines, là, parce que tu continues de pratiquer, il faut que tu te déplaces, faut que Ouais. là, quand tu arrives à l'hôtel, l'équipe paye ton hôtel durant le camp, mais à un moment donné, quand ils disent OK, t'as fait l'équipe, trouve-toi un appart, ils arrêtent de payer. Hein. Fait que faut que tu trouves un appart vite, puis il faut que tu fasses tes affaires assez vite. Mais après ça, à la glace, c'est sûr que ça a été l'ajustement, il était probablement plus gros que je pensais, tu sais. La vitesse, les gars sont pas mal plus vieux, sont tous développés physiquement. Mentalement aussi, là, les gars, aller chercher de la constance. Quand tu es junior, on dirait que quand tu arrives à 18-19 ans, tu es peut-être un peu plus vite et plus gros que les autres. Fait que ça t'avantage. Mais quand tu arrives dans le pro, il faut que tu sois fort, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu sois dédié. La nutrition, l'hydratation, la façon que tu récupères, tout ça, c'est plein de choses qu'on dirait que peut-être que j'avais pas junior puis que dans le pro, j'ai fait que il faut que tu apprennes, il faut que tu fasses ces détails-là. J'ai été un gars sharp dans le gym, tout ça, mais là, c'est comme un autre coche. Là, fait que ça a été un ajustement, puis il fallait que j'apprenne comme tout le monde, puis c'est ça, là, ça s'est super bien passé en gros pareil. Là. Fait que tu as été 3 ans avec le club école de l'Avalanche. Ouais. Moi, je veux savoir, est-ce que tu y as cru à un moment donné, tu t'es dit, Asti, je vais l'avoir la Ligue nationale, ou tu disais c'était peut-être une petite coche au-dessus de moi? J'ai toujours cru, honnêtement, puis j'y crois encore. Là, mais... T'es encore jeune, Alex, juste 24 ans. C'est ça, puis... mais à ce moment-là, oui, j'ai toujours cru parce que dans une équipe de la Ligue américaine, tu as certains gars qui ont des contrats de Ligue nationale, tu as certains gars qui ont des contrats de la Ligue américaine. Fait moi, j'avais un contrat de Ligue nationale, fait que j'étais comme, j'ai tant de chance, j'étais un prospect, comme tu l'appelles, tout ça. Mais avec ce que avec ce que je faisais sur la glace, j'ai tout le temps senti que, pas qu'il m'en manquait, mais que ce que je faisais sur la glace, peut-être, ne méritait pas nécessairement de me faire caller up, si je peux dire. Fait que, après ça, c'est sûr que, c'est un peu de timing aussi, là, quand tu es en Ligue américaine, il faut que ton coach t'aime, il faut que tu mettes à une bonne place, il faut que tu aies un rôle, tout ça. Fait que, oui, j'ai toujours cru, mais je pense pas que mes performances à ce moment-là peut-être méritaient un call-up. Fait que, si je peux répondre à ta question même. Puis, je te connais, je t'ai vu évoluer au sein des Huskies de Rwanda. Je t'ai vu grandir comme joueur de hockey. Je te connais pas beaucoup personnellement. Puis j'ai trouvé que tu prenais toujours un step année après année après année. Puis quand tu es arrivé dans la Ligue américaine, est-ce que tu as eu, comment je pourrais dire, parce que tu es un joueur offensif. Ouais. Là, dans la Ligue américaine, tu as marqué moins de buts. As-tu eu une perte de confiance à quelque part? As-tu perdu tes repères? As-tu eu besoin d'aide à un certain moment donné? C'est sûr que, je dirais ma première année, j'avais pas d'attente. Fait honnêtement, je jouais super bien. C'est sûr qu'offensivement, ça allait pas. Ben, pas que ça allait pas, là, mais j'ai pas produit bien. Mais en général, j'étais vraiment content de ma game, tout ça. Puis je pense que l'organisation était super content aussi. Mais c'est sûr qu'après ça, ça n'a pas comme levé, si je peux dire. Mais je ne vais jamais mettre la faute sur les autres là-dedans. Là, je pense en tant que joueur et en tant que personne, je suis habitué junior, comme tu as dit, d'être temps sur le power play, d'avoir beaucoup de temps de glace. Je n'étais pas nécessairement un gars qui allait jouer défensif ou qui allait frapper tant que ça ou qui avait besoin de frapper, si je peux dire. Puis c'est correct, mais on dirait que quand je suis arrivé pro, puis là, oui, j'avais du power play des fois, pas tout le temps. On dirait que je pense que j'avais un peu le syndrome de l'enfant qui a tout eu, qui était habitué de se faire tout donner, mettons. Ouais. Puis là, quand je suis arrivé pro et que c'était pas le cas, ben là, on dirait que je pense que ça m'a affecté plus mentalement tout ça. Puis je pense que j'étais un peu trop chialeux. Je pense pas que j'étais chialeux sur la glace ou quoi que ce soit, mais dans ma tête, j'étais comme peut-être je devrais être sur le power play, des affaires de même, au lieu de comme dire écoute, ben t'es pas sur le power play, c'est correct,
peut-être tu ne seras pas sur le powerplay, si tu vas être à la Ligue nationale, ben, tu sais, frappe, accepte ton rôle, fais d'autres affaires. Ou, tu sais, je pense que c'est peut-être dans ma tête le problème de comme accepte ton rôle, comme j'ai dit, puis trouver une autre façon. Tu sais, c'est pas si t'es pas sur le powerplay ou si ça, tu sais, c'est possible de produire ou de faire d'autres choses. Fait que je pense que c'est plus ce côté-là, puis je pense que je me sens entêté un peu trop longtemps dans cette mentalité-là, mettons. OK. Ouais. C'est depuis quand, mettons, que tu as eu ce déclic-là? Ben, je dirais les 3 années au Colorado, j'étais comme un peu de même. Puis je dirais que c'est plus l'année d'après que là, comme. Parce que tu sais, au Colorado, j'ai tellement mon contrat d'entrée de 3 ans que t'es comme un. Tu sais, que t'es considéré comme un prospect, tu sais, un espoir de l'Avalanche, tout ça. Fait on dirait que je me suis tout le temps vu de même, puis j'étais comme, ils m'ont repêché pour scorer des buts. Tu sais, mettez-moi sur le powerplay, vous en faire la même. Au lieu de comme dire, comme j'ai dit, tu sais, joue sur une 3, frappe, tu sais, joue ton rôle, puis. Mais là, c'est là que quand je suis arrivé à Laval l'année passée, que là, comme j'ai tombé avec un contrat de la Ligue américaine, puis que là, je n'étais pas le prospect, que là, j'étais comme, OK, il faut vraiment que je fasse de quoi d'autre, parce que c'est impossible que je. Pas que c'est impossible, mais comme, tu sais, eux, Montréal ont des prospects, c'est probablement ces joueurs-là qui vont être sur le powerplay ou les gars dans la Ligue américaine que ça fait longtemps, que, tu sais, sont peut-être plus offensifs. Fait que c'est là, on dirait que comme quand je jouais à Laval, que j'ai comme compris qu'il fallait que je fasse un autre rôle, puis que, tu sais, que j'ai vraiment apprécié de faire ça. Fait que je pense que c'est vraiment à ce moment-là avec Pascal Vincent l'année passée que la switch a comme décliqué, si je veux dire. Puis fait que c'est sûr qu'à Laval, j'avais un rôle plus comme ça. Puis là, quand j'arrivais à Trois-Rivières, que là, je jouais sur toutes les facettes de jeu un peu. Fait que j'ai vraiment aimé mon année l'année passée que de toucher un peu à tout, puis de tout un peu pouvoir combiner ça ensemble. Puis c'est ça. Puis j'ai vraiment, je dirais que l'année passée, ça m'a vraiment fait grandir. Mentalement, puis de la façon d'approcher les games, puis mon style de jeu, puis tout ça, de la façon de jouer. Puis après ça, en Finlande, cette année, là, on va probablement en venir, là, mais je pense que j'ai vraiment tout mis ça ensemble. Ça a vraiment décliqué, là, si je peux dire, mentalement, puis en général. Mais ça paraît parce que ton passage avec les Lions l'année passée, en saison régulière, 16 goals en 24 games, tu arrives en série, tu continues de dominer. Fait que je pense vraiment que même si c'est de la East Coast, c'est une ligue qui est quand même compétitive. Fait que tu es arrivé là avec confiance, puis ça a apparu, puis vous avez gagné une coupe. Tu as gagné chez vous dans un circuit qui est moindre que la Ligue américaine, mais ça doit être satisfaisant quand même d'aller gagner chez vous, là. Ah, honnêtement, c'est la plus belle, je pense, la plus belle saison de hockey que j'ai eu de ma vie. Oui, d'être à la maison, puis de jouer à la maison, puis j'étais avec ma famille, tout ça, mes amis, mais on avait tellement. La East Coast, je dirais que c'est. Je ne vais pas dire mal vu, mais je pense pas que c'est vu autant bien que ça devrait l'être, mettons, parce que, oui, c'est moins fort que l'américaine, c'est clair, mais il y a tellement de variantes. Le voyagement, on joue tellement de 3 games en 3 soirs, le vendredi, samedi, dimanche, que c'est tellement dur sur le corps, puis c'est tellement un style différent, je dirais, de jeu que c'est vraiment. Oui, c'est moins que la game américaine, je l'ai dit, mais c'est vraiment différent comme ligue, c'est vraiment une ligue qui est difficile à jouer dedans. Là, ça joue physique, c'est hard, il y a beaucoup de voyagement et tout ça. Fait que, mais non, comme tu dis, ça a super bien été. Le coach Ron Schultz, il m'a employé à toutes les sauces, en désavantage, en powerplay, peu importe. J'ai vraiment pas manqué de temps de glace, puis ça a été vraiment bon de gagner cette confiance-là, de jouer beaucoup à tous les soirs, puis aussi de jouer en même temps à travers l'année dans la Ligue américaine avec le Rocket. On dirait que je pouvais un peu toucher aux deux, comme pour finir ma game à Trois-Rivières, après ça aller avec le Rocket, jouer avec confiance, redescendre, toucher beaucoup à la glace avec le Rocket. Puis... Fait que non, je pense que l'année passée, ça a vraiment été bénéfique. Puis en série, en fait, on a bien fait ça toute l'année, puis même en série, ça a super bien été. Puis au final, on a gagné. Puis on a eu un beau parcours, puis on a eu des beaux challenges. On a battu la Floride en demi-finale, que je pense que ça faisait 3 ans qu'ils gagnaient. Fait que, personne ne voyait gagner cette série-là. On a gagné en 6, je me souviens bien. Puis, fait que, on a comme été underdog un peu dans tout ça. Puis, non, on a su se relever puis persévérer dans tout ça. Puis, c'est vraiment une belle année, là, en général. Puis, tu sais, tu as joué justement une vingtaine de games avec le Rocket.
Est-ce que ça a été suffisant pour bâtir une genre de relation avec Pascal Vincent? Est-ce que tu as pu un peu analyser quel type d'individu, de coach que c'est? C'est quoi ton expérience avec Pascal Vincent qui, selon moi, est un coach de la Ligue nationale? Là, ça veut dire que tu as tout un step, là, sans rien enlever à tes autres entraîneurs par le passé, mais quand tu arrives dans la Ligue américaine, tu es un coach de la Ligue nationale, ça doit être quelque chose. Hein? Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, j'ai pas été, comme tu dis, j'étais là une vingtaine de games, fait que, tu sais, j'ai pas eu, tu sais, oui, j'avais une relation avec Pascal, mais tu sais, j'ai pas eu une grosse relation, c'est pas comme j'étais là toute l'année. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, Pascal, c'est un gars qui est à ses affaires, qui fait sa job, puis que, fait que, tu sais, il est vraiment business, là, si je peux dire. Mais, bon, côté coach, j'ai vraiment été impressionné pour vrai. Ça doit être le coach côté hockey, puis côté intelligence de la game, là, lui puis Daniel Jacob aussi, là, c'est le coach des défenseurs au Rocket, là, les deux tellement détaillés, puis j'ai tellement appris, tu sais, j'étais là, puis j'ai joué 20 games, mais tu sais, j'ai peut-être été scratch 10-15 games aussi, là, mais juste faire les pratiques, voir comment ça se passait, les systèmes de jeu. J'ai tellement appris de ça, de la façon que tous les petits détails, la façon de voir la game, certains jeux dans certaines phases de la game que tu peux faire que j'aurais jamais pensé. J'ai vraiment été impressionné. Puis même si j'ai pas tant joué que ça, j'ai joué une vingtaine de games, mais même si je ne jouais pas 20 minutes par game ou si j'ai pas joué toutes les games quand j'étais là, j'ai vraiment appris. J'ai énormément appris là, de Pascal, puis Daniel, puis même Lapi, qui était assistant coach. Là, fait que, donc, j'ai vraiment été impressionné là, pour répondre à ta question, puis j'adorais ça. Jeff? Puis c'est quand le moment où c'est venu l'idée de quitter vers l'Europe? C'est des discussions, j'imagine, avec ton agent, avec ta famille. Vous vous êtes dit, on va aller essayer ça là-bas, puis tout ça. Y a-tu un moment que tu as eu le déclic que tu voulais aller là-bas? Ben, tu sais, en gros, j'ai tout le temps voulu aller en Europe parce que mon père, il a joué longtemps, il a joué 7 ans en Allemagne, en DEL, puis moi et ma famille, on était là les 7 ans. Fait c'est sûr que c'est de quoi que j'ai toujours voulu essayer à un certain point. Je ne savais pas que ça allait être l'année qui vient de passer. Mais tu sais, c'est sûr que dans le hockey, tu peux un peu sentir comment que les choses vont. Tu sais, quand tu vas bien dans la Ligue américaine ou quand tu as de l'intérêt des équipes de la nationale, ben c'est comme tu as tout le temps ta chance, tu as tout le temps un rôle dépendant de ton contrat. C'est une business. Fait que, si tu as un bon contrat, tu vas probablement avoir un gros rôle dans l'équipe. Tu peux le sentir, ces choses-là. Puis l'année passée, quand j'ai signé mon contrat avec Laval, je le savais probablement que j'allais passer quelques games à Trois-Rivières. J'allais être probablement up and down. Puis, ça a super bien été à Trois-Rivières principalement. Fait j'avais commencé à avoir de l'attention en Europe, dans des grosses ligues. Fait que là, je faisais un peu le pour et le contre de est-ce que je reste ici en Amérique du Nord pour qu'est-ce que je vais avoir, parce qu'il faut t'attendre au 1er juillet, les joueurs autonomes. Mais en Europe, tu sais pas mal plus tôt. Fait je débattais si j'attendais, mais là, je voulais pas être déçu. Puis, me ramasser. L'année passée, j'adorais ça à Laval et à Trois-Rivières parce que c'est chez nous. Mais si exemple, tu te ramasses à une autre place, puis tu es up and down, puis que tu voyages tout le temps, tu es dans tes valises, ça me tentait pas trop. Puis je me disais que en Finlande, c'est une grosse ligue, puis c'est une ligue qui est quand même assez scoutée, si je peux dire. Il y a beaucoup de prospects européens qui vont jouer là dans leur année de repêchage. Fait qu'avec mon agent, on avait checké ça, puis on trouvait que c'était probablement la meilleure option pour le reste de ma carrière. Fait que j'ai signé quand même tôt. Je pense que c'était comme après le jour de l'an, peut-être en janvier-février, dans ce coin-là. Fait que j'avais signé à ce moment-là, puis c'est ça. Là, j'étais allé là cette année, puis ça s'est super bien passé, puis j'adore ça. Puis, mettons, ce serait quoi le gap entre le hockey nord-américain et européen? C'est sûr qu'on entend des choses, la glace est plus grande, puis tout ça. Mais est-ce que la barrière de la langue, ça a été un enjeu pour toi? C'est sûr qu'il y avait des Québécois avec toi, si je ne me trompe pas, Éric Gélina, Antoine Morin. Fait que c'est sûr. Ouais, il y a avoir un gros ajustement quand même. Ben, c'est sûr que côté hockey, c'est dur à comparer parce que le style européen est différent. Puis chaque ligue en Europe a son style. Fait en Allemagne, ça peut être une ligue qui est plus vieille, qui est peut-être moins scoutée, tout ça. Mais en Finlande, en Suède, c'est des ligues vraiment plus jeunes, que il y a plus de scouts, tout ça. Fait c'est différent. Ça patine vraiment beaucoup. Ça peut être similaire à la Ligue américaine dans ce côté-là.
c'est sûr que c'est moins physique. Puis la glace, ça peut être plus grande aussi un peu. Mais en Finlande, c'est pas une glace qui est complètement olympique. C'est comme un peu un hybride entre les glaciers en Amérique du Nord puis versus les grosses glaces en Suisse, en Allemagne, tout ça. Fait que le style, c'est ça patine. Honnêtement, là, les gars, ils patinent. Puis c'est vraiment fort. C'est vraiment... J'ai été surpris en arrivant là-bas à quel point le calibre était bon. Puis c'est sûr qu'après ça, après, c'était comme le choc culturel un peu du pays, de la langue. Là, j'ai été chanceux, comme tu disais, Antoine Morin était là, Éric Gilna. Fait que j'avais un peu mes repères. Je pouvais parler québécois dans la chambre, tout ça. Puis on avait, en gros, je pense qu'on avait 11 joueurs qui n'étaient pas finlandais. Fait il y avait, je pense, peut-être 5 gars qui étaient suédois. On avait aussi des Américains, des Canadiens. Fait que ça, c'était vraiment cool de ce côté-là, de ne pas être un peu laissé à toi-même avec des Finlandais qui parlent peut-être un peu moins anglais. Là, tous les gars, ils parlaient super bien anglais, mais c'est pas leur réflexe numéro 1 de se tenir avec les gars qui parlent anglais. Fait que non, mais ça s'est super bien passé. Comme j'ai dit là, avec Antoine et Eric, on s'en est super bien. Puis, on a passé une belle année. Ouais, puis la touche de marqueur était là. Ben là, c'est sûr, ouais, j'ai commencé slow un peu l'année, mais il y avait un petit période d'ajustement, mais à un moment donné, ils m'ont donné le spot que j'étais habitué sur le power play, puis ça a débloqué, puis après ça, je n'ai pas regardé en arrière, là, ça a super bien été. Fait que là, si je comprends bien de ce que la vibe que tu dégageais tantôt, c'est que si, mettons, à un moment donné, tu avais ton but ultime, ben, chaque joueur de hockey, je pense que le but ultime, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Fait que ton but, c'est, si tu as une offre de la Ligue nationale sur la table, tu serais peut-être tenté de revenir, évidemment. Ouais, c'est un peu, oui, je suis allé en Europe, mais j'ai un peu placé mes pions dans le sens que, quand tu vas en Europe, il y a des ligues que, sans dire que tu n'as aucune chance de revenir, tu n'as pas vraiment de chance de revenir. Puis, mais en allant en Finlande, c'était comme une décision que j'ai prise, oui, pour y aller, puis possiblement, peut-être jouer plus que peut-être j'aurais joué en Ligue américaine, dépendant du contrat que j'aurais eu. Ouais. Côté monétaire aussi, tout ça, mais c'est une décision dans le sens que, oui, je vais aller là-bas, mais je veux bien faire, je veux me donner des chances de revenir. Fait oui, c'est ça mon plan. Puis mes décisions dans l'avenir rapproché, ça va être vraiment pour justement aller de ce côté-là. Fait comme l'année prochaine, je retourne en même place. J'avais un contrat de 2 ans, là, si je peux dire. Fait que je retourne là, puis après ça, c'est vraiment de bien faire. Puis après ça, on ne sait jamais. Là. Mais oui, j'aimerais ça venir ici, puis avoir ma chance, puis essayer de recommencer ici, puis, comme j'ai dit, de monter les échelons, puis éventuellement, je gagne national. Ouais, je pense que tu as bien placé tes pions parce que là-bas, ça te permet d'être le joueur que tu es. Fait que un bon marqueur de but, ce qui est attirant pour les organisations. Puis pensais à ça pendant que tu jasais, puis tout ça, puis j'ai oublié de te poser une question. Ouais, vas-y. Puis t'es pas obligé de répondre. J'aimerais ça savoir comment acquis Alex Galchenyuk d'une chance. J'allais le demander. Fait que si c'était pas toi, c'était moi. Ouais, ben écoute, honnêtement, moi, tu sais, t'entends les histoires, puis là, tu le vois arriver, puis tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais honnêtement, j'ai rien à dire. Tu sais, oui, il y a des affaires qui ont sorti par après, puis qui sont arrivées, mais moi, quand j'étais avec lui, j'avais aucun problème. Écoute, ça glace, c'est un des gars les plus travaillants que j'ai vu dans ma vie. Il était tellement... Tu sais, si, mettons, on avait une pratique optionnelle, c'est sûr que ça glace. Tu sais, c'est un gars qui va, après pratique, qui va faire de l'extra. C'est un gars qui regarde ses games, tu sais, qui regarde ses chiffres, qui essaie de s'améliorer. Fait tu sais, de ce côté-là, honnêtement, il était tellement travaillant, puis il était vraiment passionné de la game. C'est sûr que, tu sais, sans dire que c'est un personnage, il est peut-être un peu différent, puis de la façon qu'il se comporte, tout ça, il y a un style peut-être différent, mais moi, j'ai pas eu de problème avec lui, puis autant que l'équipe n'avait pas eu de problème partout au Colorado, là, il y avait une bonne saison, puis il avait été bon pour nous, puis tout le monde avait du fun avec, puis sans problème, vraiment. J'aime ça entendre du positif, ça fait du bien, puis je suis content parce que, tu sais, des fois, il y a des choses qui circulent, puis là, que tu viens dire qu'il est travaillant, puis qu'il est acharné, puis qu'il est allé aux optionnels. J'aime vraiment ça. Merci, Alex. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, ben c'est ça, on n'a pas entendu des belles choses au fil des années, mais c'est ça, un petit peu de soleil là, c'est son nuage gris, ça va faire du bien. Puis j'en ai une autre question, en fait,
comment dire, tu sais, le Canadien de Montréal et le Rocket de Laval sont souvent liés ensemble, mais les gens ont tendance à oublier les Lions de Trois-Rivières. Puis justement, quand vous avez gagné, est-ce que tu as senti que ça l'a, je ne veux pas dire redorer le blason, mais est-ce que ça vous a mis un peu sa map, tu sais, quand tu étais avec les Lions, ou tu ne l'as pas senti comme ça? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je viens de Trois-Rivières, fait que, tu sais, j'ai un petit parti pris, là, c'est clair. Ben oui. Mais honnêtement, c'était tellement beau l'année passée avec la saison qu'on a eue, puis ce qui est arrivé, je pense que c'était l'année d'avant ou 2 ans avant que comme l'équipe était sur le bord de faire de se faire racheter ou de poser et tout ça. Fait c'était un peu un gros changement de direction de comme passer de ça à une équipe aspirante puis vraiment. qu'on a gagné éventuellement. Fait que j'en ai des frissons à y penser parce que crime, on a vraiment failli perdre l'équipe à Trois-Rivières, puis l'année direct après, on gagne. Fait c'est sûr que l'aréna n'est pas tout le temps remplie au complet, puis que c'est peut-être un peu plus difficile de ce côté-là, mais Alex Cousineau puis toute l'organisation font une belle job pour attirer du monde, promouvoir l'équipe, tout ça. Puis l'année passée, on dirait que oui, je jouais pour les Lions, mais d'un autre je voulais gagner, mais d'un autre côté, je voulais tout donner un peu pour la ville, pour la ville de Trois-Rivières, où j'ai grandi et que je suis né. Parce que la ville mérite d'avoir une équipe professionnelle, puis mérite d'avoir une équipe de la East Coast qui est une grosse ligue. Là, dans le monde, c'est une ligue pro. Fait, il y avait aussi ça de mon côté que je pensais quand je jouais. Fait que, il y avait comme une certaine motivation de plus pour moi en tant que Trifluvien. Puis, j'étais excessivement content de gagner la Coupe l'année passée. On en a parlé un peu tantôt, mais de voir l'aréna remplie en finale, en play-off, sentir un peu l'énergie dans la ville. Moi, j'avais toute ma famille là, toute l'année, en série. Mes amis étaient là, mes chums, tout. Fait que, non, c'est vraiment spécial. Puis je suis vraiment content qu'on ait gagné et qu'on ait pu faire ça pour la ville. Jeff? Ben, moi, Kev, je regarde le temps filer. Tu le sais comment je suis, hein? Fait que je sais pas si tu es prêt pour les questions à rafale, Kev. Oui, monsieur. Je te laisse la parole. Ah, ben non, mais t'en avais une à poser, mais tu l'as comme semi-posée tantôt. Je ne sais pas, mais pose-la pour moi. Je te l'ai envoyé puis je m'en souviens même plus. Hey, ça va bien, hein? Mettons, si tu avais un mot pour comment décrire Gilles Bouchard puis Mario Pouliot, mettons un mot chacun. Juste un, le premier qui te vient en tête. Gilles, ça fait longtemps. Je dirais détaillé. Je me rappelle que la façon qu'il voyait la game, c'était. Il y avait plein de petites choses, un peu dans le même sens que Pascal Vincent, là, vraiment détaillé, puis des choses que tu ne penses pas nécessairement. Puis Mario Pouliot, je dirais exigeant. Oh. C'est intéressant. Ouais. Je la pose pas mal à tous les invités qui passent, mais c'est qui le plus grand leader que tu as côtoyé? Tu peux en nommer 2-3 si tu veux. C'est peut-être moi, Raphaël, celle-là. Hein? Ouais. Probablement Raphaël Harvey Pinard. Ouais. Oh, OK. Nice. Mais là, je pense que je sais la réponse. C'est, mettons, ton championnat le plus significatif entre Rouen, Victo, Trois-Rivières. Ben, côté je sais pas comment, 30 ou comme la valeur du trophée, je dirais la Coupe Memorial. Okay. Mais côté émotionnel et sentimental, je dirais Trois-Rivières. As-tu des superstitions d'avant-match ou des routines particulières? Pas nécessairement, mais je suis très routinier puis minutieux. Si je fais ça. OK. Puis c'est peut-être un petit bon sur la question de Joe Sakic tantôt, mais as-tu, mettons, un joueur ou une personne que tu as rencontré dans ton parcours de hockey que tu as fait comme OK, genre c'est plus gros que nature, là? Joe Sakic, oui. McKinnon, Makar, Landeskog, ces gars-là. Ils ont une aura particulière. Ouais, même Martin Saint-Louis à Montréal aussi. Ah ben oui, hein, tu as fait le camp du CH, ça a dû être quelque chose de rencontrer également. Hein? Ouais, il était vraiment impressionnant. As-tu fait un speech frissonnant devant les prospects? Ouais. Ah ouais? T'en souviens-tu? C'était même pas un speech motivationnel, c'était juste vraiment de la façon de voir la game puis de
le genre de mindset que ça prend pour performer, puis le mindset que ça prend pour jouer dans le national. Fait que, il est inspirant, là, il est vraiment inspirant. Jeff, t'en as-tu? Non, je voulais poser la question sur Martin Saint-Louis, tu l'as fait que c'est parfait. Bon, ben super. Hey Alex, sérieusement, merci beaucoup d'avoir passé 1 heure avec nous autres. C'était vraiment le fun. Merci pour tes anecdotes. Merci pour ton parcours. Merci pour tout. On a vraiment apprécié. Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité, c'est gentil. Ben, merci encore, Alex. Puis peut-être on se reverra peut-être un jour dans les meneurs, qui sait. Ouais, n'importe quand, faites-moi signe. Super. Salut, Merci, Alex. Alex. Yes, bye, bonne journée. Hey, bonne journée, salut. Vraiment tu veux, sympathique. hey, excuse-moi, j'ai sorti Alex. J'ai sorti Kevin au lieu de sortir Alex. Hey, hein, ça va-tu dans les bloopers? Ça va aller dans les bloopers. Bref, vraiment un individu sympathique. Ils sont le fun, nos invités. Sérieusement, là, on est chanceux, on est privilégiés d'avoir des individus de qualité au meneur comme ça. Ouais, vraiment. Puis je veux apporter un peu nos excuses. On a eu des problèmes de micro incontrôlables parce que c'était un bug avec le système. Puis là, notre photo des meneurs n'était pas en fond d'écran. Je viens de le remettre. Là. On s'excuse, on se produit nous autres mêmes. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits glitches à quatre parts. Ben oui, ça fait partie de la game, hein, comme on dit. C'est des choses qu'on contrôle pas. Contrôle ce qu'on peut contrôler. Puis mettons Overspeed. T'as-tu vu? Oui, je le vois. Ouais, puis lors du dernier show, j'en avais un aussi, un chandail Overspeed. J'avais un hoodie rouge, tu sais, avec un capuchon. Là, j'ai un rose bonbon flash. Puis c'est quoi ça, Overspeed? Je me fais souvent poser la question parce que j'ai 5-6 gilets de couleurs différentes. Ben, Overspeed, c'est une petite entreprise lancée par 4 joueurs de hockey de 13-14 ans, dont Alexis, mon beau-fils, le fils à ma blonde, avec 3 de ses amis. Jérôme, Léon et Théo. Puis évidemment, il y a les mamans, Véronique, Chrissy, Christine, Karine et Sophie qui sont là-dedans. Overspeed, pourquoi que ça s'appelle Overspeed? Ben, ils ont eu un coach, eux autres, OK? Dans le Pee-Wee Desjardins 2A. Il s'appelait Dominique Lachaine. Puis il faisait souvent patiner ses gars. Puis quand il disait Overspeed, il fallait que tu donnes plus que le meilleur de toi-même. Fait que les jeunes, eux autres, là, ils l'entendaient crier Overspeed! Overspeed! Dans le tapis. Dans le tapis. Fait qu'eux autres, ils ont pris ça comme nom. Ils ont créé un logo, là. On le voit pas, là. En tout cas, il y a un logo qui est rond, c'est écrit Overspeed. Puis ils ont décidé, on lance une petite compagnie pour s'amuser, mais man, ça roule en fou. Il y a des commandes parce qu'on peut avoir des hoodies, des crewnecks comme ça, des t-shirts, des culottes courtes. Il y a plein d'affaires, on a même des doudous. C'est assez incroyable ce que les jeunes font. Moi, ça me fait capoter. C'est inspirant. Ils m'inspirent, ces jeunes-là. Tu sais, ils sont déjà en entrepreneuriat, à un aussi jeune âge. Ça va chercher une maturité, ça. Tu sais, tu fais ça avec tes parents, tes chums, puis c'est eux-mêmes qui impriment, là. Ils ont les machines, puis tout le kit, c'est tout fait à la main, là. On commande les chandails, mais tout est imprimé maison. Fait que je trouve ça vraiment cher, puis je voulais leur faire un clin d'œil, c'est important pour moi. Wow, ben oui, c'est vraiment inspirant. 13-14 ans, déjà avoir sa propre compagnie. Non, sérieusement, c'est vraiment impressionnant. Chapeau à eux autres. Peut-être m'acheter un gilet, peut-être, parce que j'aime ça quand tu dis gilet, sérieux, je vais te le dire. Puis là, après ça, moi, je le dis à la maison, c'est comme le beauceron en moi qui ressort. Bref, gilet. J'aime ça dire gilet, moi, j'aime ça en esprit. Puis mettons les cheveux blancs, eux autres. Ouais, puis là, mon segment s'appelle Les cheveux blancs parce que je fais un petit shout-out à la chanson Les cheveux blancs des Cowboys fringants. Puis c'est Marie-Annick Lépine qui chante la chanson Les cheveux blancs. Puis, j'ai eu 29 ans dans les derniers jours, puis ça m'a fait réaliser bien des affaires. Mais dans la dernière année, j'ai comme changé un peu ma perspective de vie face au vieillissement, puis je tenais à en parler aujourd'hui parce que, tu sais, beaucoup de gens de mon entourage, quand ils vieillissent, mettons, je sais pas, ils vont avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, oui. Ils ont tendance à voir ça négativement, comme « Ah, shit, tu sais, je vieillis. » Ils ont tendance à voir ça négativement, puis je comprends d'un sens parce que j'étais comme ça avant. Tu sais, parce que techniquement, tu vieillis, comme logiquement, tu te rapproches de la tombe. Tu sais, d'un point de vue humain, d'un point de vue scientifique, ce serait ça l'affaire. Mais tout part du mindset, selon moi. Puis j'aime mieux me dire, je prends de l'expérience, puis
Fait que moi, c'est un cadeau aussi de vieillir. C'est un cadeau de la vie parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Puis justement, dans la chanson Les cheveux blancs, Marie-Annick a dit, tu sais, que vieillir est une chance parce que, tu sais, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir les cheveux blancs. Puis je pense qu'elle fait référence à Carl Tremblay. Ouais. Moi, je pense souvent à Carl quand, mettons, j'ai des idées qui me passent par la tête comme ça, de comme, hey, je vieillis, puis tu sais, la vie va vite, tu sais, j'ai deux enfants, puis tu sais, je vois leur évolution, puis tout ça, puis à quelque part, je trouve ça beau, la vie, tu sais. Puis si je vieillis, c'est ça, c'est un cadeau, man, que je me dis, parce que, tu sais, Carl Tremblay, je pense qu'il est décédé à 48 ans, tu sais, c'est pas vieux, là, pour décéder, on s'entend, là. Fait que, j'aime mieux me dire que je prends de l'expérience, puis que c'est un cadeau, plutôt que de me dire, ah, tabarnak, l'année prochaine, je vais avoir 30 ans, puis non, gars, je suis sur cette terre, je suis en santé, j'ai 2 enfants merveilleux, j'ai un entourage incroyable, j'ai une stabilité professionnelle. Sérieusement, je suis choyé, puis je suis rempli de gratitude. Puis je pense que c'est ça le spirit à avoir pour, en tout cas, avoir ma recette du bonheur à moi. On parlait de recette du bonheur, là, faire une coupe de show. Mais Ouais. ça en fait partie de ma recette à moi. Fait que je suis rempli de gratitude, puis merci à la vie de m'avoir donné une 29e année de vie. C'est très beau, ça, Kev. Puis j'aime ça faire du mélange sur ce que tu apportes, là. Parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas ça vieillir. Parce que, mettons, quand j'avais 24-25 ans, je me disais, crime, là, mais je vieillis, il va falloir que je change de style de musique. Il va falloir que je change de style d'habillement. Tu sais, mais j'arrive à 50, 60 ans. Va falloir. Il va falloir. Non, mais tu comprends-tu la pensée que j'avais à cette époque-là? Ouais. Mais là, je vieillis. Mon style est le même que quand j'avais 24 ans. Ben, il évolue parce que la vie évolue, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, j'ai gardé le même style, la même vibe, la même musique. Puis je me dis, c'est moi, that's it. Que j'aie 25, 40, 45, 50, c'est moi. Je suis comme ça, puis je vais rester comme ça, c'ti. That's it, man. De toute façon, si t'es bien avec toi-même, t'es bien dans ta peau, t'es bien dans tes vêtements, c'est ça qui est important. Exactement. Kev, on arrive dans le Money Time! Qui est le prochain invité, mon cher? Un autre ancien joueur de la LHJMQ qui a joué aussi dans la Ligue américaine, qui a joué dans la East Coast, dont les Lions de Trois-Rivières, qui a joué en Europe, qui est un capitaine exemplaire. Il n'a pas joué avec les Huskies, il a joué avec les Voltigeurs de Drummondville, une équipe que j'ai côtoyée il y a plusieurs années. Son nom, Charles-David Baudouin. Il va venir nous parler beaucoup aussi de son parcours après-carrière qui était ardu, on va le dire comme ça. Ça va être super intéressant. Bud, comme je l'appelle, est super articulé. Fait que j'ai hâte de l'amener. On a eu des projets ensemble dans le passé. On va sûrement se rappeler des vieux souvenirs parce que ce petit bonhomme-là, ben, je dis petit bonhomme, là, mais il est rendu à 30 ans. Je l'aime d'amour. Oui, mais ça va être très intéressant parce que, tu sais, on partage beaucoup de contenu de hockey sur nos réseaux sociaux, on va s'entendre là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que les meneurs, à la base, on parle de leadership, de santé mentale, de cheminement personnel. Là, nos 2 derniers invités, c'était plus à saveur de hockey, mais le prochain, ça va être hockey, puis beaucoup de cheminement personnel. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on veut aux meneurs, tu sais. Fait que ça va être un individu, un invité très à saveur meneur, j'ai l'impression. Oh que oui, c'est un grand meneur, Charles-David Baudouin, je vous le dis. Ah, excellent, j'ai hâte d'y jaser. Hey Kev, c'est déjà la fin, malheureusement. Épisode 5 est dans les bacs désormais. Puis, tu as fait un clin d'œil tantôt avant que tu closes avec ce que tu fais habituellement. Je veux faire 2 choses. Premièrement, ton clin d'œil à ce qui s'en vient. On a une petite nouveauté qui s'en vient, un projet qu'on a fait avec un de nos amis qui est déjà venu à la saison 1, jaser avec nous autres. Il y a quelque chose qui s'en vient et le clin d'œil va se passer à la fin. Merci la Gabière, je te laisse la parole. Oui, n'oubliez pas de nous suivre Facebook, Instagram et TikTok. Et pour regarder les shows complets, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, pour seulement nous entendre dans vos canaux auditifs. Merci tout le monde. On vous aime. Peace. Peace.